Les drones sont sans aucun doute les armes les plus discutées et aujourd'hui aussi les plus importantes sur le champ de bataille. Pourquoi est-ce que je dis les plus importantes? Parce qu'ils sont relativement bon marché. Ils sont beaucoup moins chers que les autres systèmes d'armes en moyenne, qu'ils soient anti-drones ou offensifs, comme les missiles qui accompliraient une tâche similaire à celle des drones. Disons qu'aujourd'hui, le monde entier pense que les drones sont peut-être les nouveaux rois du champ de bataille, qu'il sera difficile de surpasser l'efficacité, la rentabilité financière et économique d'un drone pour une utilisation en première ligne. Par conséquent, les armées du monde entier, y compris l'armée brésilienne, misent fortement sur ces véhicules. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous assistons peut-être à un point culminant, c'est-à-dire au pic d'efficacité d'un moyen de faire la guerre qu'est le drone. Et je veux vous donner un exemple pour montrer que ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas non plus la dernière fois que nous vivrons ce genre de situation, car cela fait partie intégrante du processus. Ce que je veux dire, c'est que chaque nouvelle arme apporte avec elle un moyen de la contrer, et que toute nouvelle technologie fera aussi toujours naître une technologie de parade. Ça, c'est aussi vieux que le monde, depuis que le premier être humain s'est battu contre un autre être humain. Rappelons-nous de l'Antiquité, l'épée. L'épée a apporté un avantage indélébile, un avantage indéniable pour l'armée qui la brandissait. Au lieu d'un bout de bois, le gaz avait maintenant un morceau de métal tranchant qui pouvait infliger beaucoup plus de dégâts avec moins d'efforts. Et bien sûr, l'avantage de cette arme a eu une durée limitée, car très vite on a inventé le bouclier, on a inventé l'armure. Cette armure a donc dû être surpassée par une épée plus grande, ce qui a conduit à des armures plus grandes jusqu'à ce qu'on arrive aux armures médiévales couvrant tout le corps. Et pour vaincre ces armures médiévales couvrant tout le corps, quelle a été l'innovation? C'était la poudre à canon, n'est-ce pas? C'est la même chose pour les constructions. Si tu construis un mur, tu construis une catapulte pour abattre ce mur. Mais si la catapulte abat ce mur, tu construis un mur plus épais, une catapulte plus puissante, puis un mur encore plus épais. Jusqu'à ce que la poudre à canon arrive et mette fin à ce jeu. Nous avons vu cela tout au long de l'histoire. Et là, vers la fin du XIXe siècle, plus précisément en 1885, un inventeur nommé Hiram Maxim a vendu à l'armée britannique la première génération de mitrailleuses. Une mitrailleuse vraiment automatique. On sait que quelques décennies auparavant, aux États-Unis, le concept de mitrailleuse d'arme à tir répétitif avait été créé, mais c'était un modèle manuel. C'était le modèle du docteur Richard Gatling, la fameuse Gatling Gun. Mais Hiram Maxim a vendu aux Anglais la première vraie mitrailleuse automatique, où il suffisait de maintenir la détente et l'arme crachait tous les projectiles d'une bande de munitions. De cette manière, la guerre a commencé à prendre une tournure complètement différente. Et je ne parle pas d'un seul concept, je parle de la façon de faire la guerre dans le monde entier. Rappelons que la dernière grande guerre en Europe, à cette époque-là, avait eu lieu plus de 10 ans avant l'introduction de la mitrailleuse. Cette guerre avait été la guerre franco-prussienne, celle qui a unifié l'Allemagne en 1871. Par conséquent, lorsque la mitrailleuse a vraiment commencé à être introduite massivement à la toute fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, l'Europe ne traversait pas de grands conflits. Ces conflits se produisaient dans les colonies, en Asie, en Afrique, mais pas sur le continent lui-même. Que va-t-il se passer alors en 1914? 1914. En 1914, le plus grand conflit que le monde ait jamais connu jusqu'alors va éclater, à tel point qu'il sera connu sous le nom de Grande Guerre. Finalement, les grandes puissances européennes n'étaient pas en conflit avec des nations dispersées aux confins du globe ou simplement pour réprimer des révoltes coloniales dans leur propre territoire non plus. Non, c'était l'une contre l'autre. Allemagne contre France, France contre Bulgarie, Bulgarie contre Russie, Russie contre Turquie, Turquie contre Angleterre.
Et là, vous avez déjà compris le contexte. Comment tout le monde, on essaie de comprendre aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, comment tout le monde pouvait être aussi enthousiaste à l'idée de faire cette guerre. Parce qu'on sait ce que ça a donné, n'est-ce pas? Pourquoi tout le monde était-il si enthousiaste à l'idée de faire cette guerre? Parce que tous ces rois, kaysers, tsars et sultans, tous ces types, imaginant que cette guerre de 1914 serait encore une image épique, héroïque, chevaleresque des guerres du XIXe siècle. Comment étaient les guerres du XIXe siècle? De grandes batailles rangées, n'est-ce pas ainsi que la guerre franco-prussienne s'est déroulée? Les forces s'y affrontaient, et sur le terrain, des groupes, des blocs d'infanterie s'affrontent. Et alors, pour faire basculer le combat, vous envoyez votre cavalerie, composée de soldats issus de la noblesse, avec des sabres argentés étincelants. Alors, cette cavalerie va attaquer l'infanterie ennemie par le flanc et va provoquer la débandade, va provoquer la fuite de cette troupe ennemie, vous donnant la victoire. C'était ça le portrait de la guerre à laquelle tout le monde s'entraînait. C'était ça le portrait de la guerre que tout le monde attendait en cette année 1914. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant les 30 et quelques premiers jours de la guerre. Pourquoi ? Dès le 5 septembre, rappelons que la guerre a commencé le 28 juillet. Le 5 septembre, les Allemands, qui avaient envahi la France, ont rencontré des troupes françaises le long de la Marne. Et à cette position française, le long de la Marne, ce qui était censé être une dernière ligne de défense avant que les Allemands ne prennent Paris, l'armée allemande a été brutalement paralysée. Comment a-t-elle été brutalement paralysée ? La cavalerie allemande, qui a attaqué le flanc des Français, a été accueillie par un mur de plomb, qui a transpercé la poitrine des chevaux, et a décimé ces nobles cavaliers allemands. Les hussards allemands, Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la cavalerie française a alors tenté de contre-attaquer la ligne d'infanterie allemande ? Tous ces cavaliers français sont devenus du gruyère face aux mitrailleuses allemandes placées sur les flancs de l'infanterie. Que s'est-il passé ensuite ? Les formations d'infanterie ont été décimées par les grandes bouches à feu de l'artillerie des deux camps. Un autre grand effet de la deuxième révolution industrielle, n'est-ce pas ? Une autre grande innovation de la guerre. L'artillerie de très gros calibre. Alors, qu'est-il arrivé à ces soldats qui ne savaient pas où courir, qui étaient victimes de tirs tendus, n'est-ce pas ? Tirs tendus de mitrailleuses et tirs paraboliques d'artillerie. C'était tout ce qu'ils pouvaient refaire, la seule chose qui leur restait. Ils ont commencé à creuser le sol. Il n'y avait aucun moyen d'avancer. Personne ne savait comment avancer. La suprématie technologique de la mitrailleuse ne pouvait pas être vaincue. C'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi le seul endroit où se mettre, c'était au sol. Et ainsi est née la tristement célèbre guerre des tranchées. Cette situation te rappelle quelque chose, hein ? Tu viens de faire le lien entre les deux événements, là ? Tu viens de faire le lien avec ce qui a causé les tranchées, là. Encore ? Le plus grand conflit depuis la Seconde Guerre mondiale ? Plus de 100 ans après la bataille de la Marne en 1914. Exactement. La technologie défensive. La technologie des drones qui a neutralisé tous les moyens offensifs et qui, en 1914, a atteint le sommet de sa puissance. Disons en 1915, n'est-ce pas ? Elle a atteint sa puissance maximale. Rien ne surpassait la mitrailleuse. En 1915, il n'y avait aucun moyen d'avancer. Tout ce que les généraux alliés et allemands ont essayé a échoué à percer le système de tranchées. Il n'y avait aucun moyen.
Il n'y avait aucun moyen de surmonter un mur de feu automatique capable de décimer des dizaines d'hommes en une seconde. Beaucoup de choses ont été tentées. Beaucoup de choses inutiles ont été inventées. Et elles ont fini par tomber en désuétude, tout simplement. Parce qu'elles n'avaient pas d'efficacité réelle. Comment la supériorité, la suprématie de la mitrailleuse a-t-elle été vaincue? Alors elle était vaincue en 1916. Elle a commencé à être vaincue en 1916 lors de la bataille de la Somme avec l'introduction des chars d'assaut. Les chars d'assaut qui étaient à l'origine une désignation de couverture, un secret pour que personne ne comprenne ce que c'était. Les Anglais ont dit que ces blocs de métal, ces caisses de métal-là, étaient des water tanks, des réservoirs d'eau. C'est ainsi que ces véhicules ont été nommés tanks. Aujourd'hui encore, on les appelle chars. Donc les chars ont été utilisés lors de la bataille de la Somme pour percer la ligne ennemie et surpasser la mitrailleuse. Vous avez déjà pris le temps d'y réfléchir? Un char. Le véhicule. Pourquoi a-t-il cette tête-là? Parce que le char, il a, à l'avant, c'est assez évident. Il a 3 caractéristiques. La première de ces 3 caractéristiques, et celle qui compte vraiment, c'est l'arme. L'arme du char est une arme de gros calibre. Elle doit être une arme de gros calibre. Pourquoi? Parce que la raison d'être de ce véhicule, sa toute première et incontestable raison d'exister, c'est le char. C'est le fait qu'il doit détruire des nids de mitrailleuses. Et comment étaient déconstruits les nids de mitrailleuses? En béton. Ils étaient reconstruits en béton. Alors, pour détruire cette casemate en béton, il faut utiliser une arme de gros calibre. Mais cette arme de gros calibre doit s'approcher de la tranchée ennemie à courte distance et détruire la cible ennemie, la casemate. Donc il doit être capable de résister au feu des mitrailleuses pour pouvoir y arriver en sécurité, n'est-ce pas? Amener les soldats à l'intérieur de ce véhicule en toute sécurité. C'est pourquoi il doit être cuirassé, il doit être blindé. Assez blindé pour résister aux feux d'armes automatiques, de mitrailleuses. C'est pour ça que le char a ce blindage en acier. Et quelle est la troisième? La troisième caractéristique évidente du char? Les chenilles ou les chenilles de char. Et pourquoi existent-elles? Elles existent parce qu'il faut transporter un véhicule lourd, car le blindage pèse sur un terrain complètement retourné, n'est-ce pas, à cause de l'impact de l'artillerie. Il pleuvait beaucoup, donc ça devenait un immense bourbier. Et la façon de se déplacer avec un véhicule comme celui-ci est la même que celle qu'un fermier utilise pour se déplacer avec un tracteur dans les champs, n'est-ce pas? Chenilles. Donc on utilise des chenilles pour permettre à un char de se déplacer. Tu as compris pourquoi il a cette tête-là? Il a cette tête-là parce qu'il devait être l'arme anti-mitrailleuse. C'est juste pour ça. D'accord? Alors les gars, le char qui a été utilisé en 1916 lors de la bataille de la Somme a encore été utilisé de manière assez maladroite. Il a fallu plus d'1 an pour qu'il soit utilisé correctement, n'est-ce pas? Ce fut lors de la bataille de Cambrai, en novembre 1917. Et juste là, on a vu à la même époque l'introduction de la première arme anti-char, qui était le fusil anti-char que les Allemands ont développé. Panzerbüchse, développé par les Allemands. Qu'est-ce que c'était? Essentiellement un grand fusil. Avec un projectile de très gros calibre pour pouvoir percer le blindage du char. Tu te souviens de ce que j'ai dit au début de la vidéo? Mur catapulte. Mur plus épais, catapulte plus lourde. On voit la même chose, on a vu. Alors, on a vu qu'au cours du XXe siècle, les armes anti-chars ont été améliorées. Parce que soudainement, l'élément roi du champ de bataille, ce qui définit la bataille maintenant, c'était le char, n'est-ce pas? Ce n'était plus la mitrailleuse.
Le char, littéralement, roule sur la mitrailleuse. Mais qui arrête le char? C'est là que les armes anti-chars interviennent. C'est là que les RPG entrent en jeu, non? Les grenades propulsées par roquettes. Il y a aussi les missiles TOW, qui sont des missiles guidés par fil. Il y a aussi les munitions flèches, n'est-ce pas? Qui sont même tirées par des véhicules de reconnaissance. Et il y a aussi la plus simple de toutes, qui est le cocktail Molotov. La plus économique et la plus simple de toutes, c'est le cocktail Molotov. Mais ce n'est que maintenant, au XXIe siècle, que nous avons vu arriver l'arme définitive anti-drone. Celle qui vraiment... Pardon. L'arme définitive anti-char. Celle qui, enfin, a arrêté le char. C'était quoi? Le drone. Pendant la guerre en Ukraine, mec, on a vu le char devenir inutile. La capacité offensive a disparu, c'est pourquoi les hommes se sont réfugiés sous terre et creusent à nouveau des tranchées. Donc le drone, parce qu'il est si bon marché et si efficace, il a rendu le char complètement inutile. Tous les autres moyens de détruire un char, les armes anti-chars précédentes, avaient à leur contre-mesure intégrées dans les chars. Toutes. Sauf celle-ci. Jusqu'à présent, rien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous sommes, encore une fois, en ce moment, en 2026, en train de voir le drone au sommet de sa puissance. À ce moment-là, la défense est là-haut et l'attaque est ici, tu vois. C'est pour ça que la guerre n'avance pas. On voit ça en Ukraine et on voit ça où d'autres. En Iran aussi. On ne peut pas attaquer parce que tout le monde craint le drone. Tout le monde craint le drone à ce stade. Le drone est tellement bon marché, présent en si grand nombre et tellement efficace qu'aucune forme d'attaque n'arrive à surpasser le drone. Qu'est-ce qui va arriver alors? O que será que... On va voir, n'est-ce pas, dans les prochains mois et années, ce qui pourrait mettre fin au règne du drone, étant donné les méthodes anti-drone déjà utilisées. Le brouillage, les missiles, n'est-ce pas, les Patriot et similaires, ainsi que même les fusils à pompe, n'est-ce pas? Des soldats en Ukraine utilisent des fusils à pompe. Tout cela est très intéressant, c'est très bien pour contrer un drone. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'un essaim? C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons, l'Iran lancer tous les jours, dans l'espoir qu'un ou plusieurs échappent, n'est-ce pas, aux mesures anti-drones. Et certains y arrivent. Qu'est-ce qui va apparaître là? Un système, une solution très intéressante, qui a été présentée en 2020 là-bas aux États-Unis, provient d'une entreprise appelée Epirus. Épirus, c'est Épire, n'est-ce pas? C'est une région de la Grèce, très importante pour l'histoire militaire. Et, curieusement, ce système s'appelle Léonidas. C'est un système qui utilise des micro-ondes de très grande puissance pour pouvoir provoquer la chute. Il triangule la position d'un drone dans les airs, ou d'un essaim de drone. Simultanément, il lance cette impulsion d'énergie contre eux, et ils sont tous désactivés en même temps. Curieux ce nom, Léonidas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Léonidas, tu le sais très bien, a paralysé la grande armée perse. Bien plus grande que les 300 de Sparte qu'il dirigeait. Donc il y a ici un rapport numérique, n'est-ce pas, beaucoup contraint, et aussi celle d'être une arme anti-Perse ou anti-Iran. Et la semaine dernière, Epirus a présenté le Léonidas Autonomous Ground Vehicle, une nouvelle variante de son système qui est montée sur un pick-up. Elle est montée à l'arrière de ce pick-up et elle est mobile. Et il a été conçu pour être utilisé en groupe, n'est-ce pas? Comme vous pouvez l'imaginer, les anciens BM-13 Katyusha étaient utilisés et positionnés sur le champ de bataille. Mais cette fois, c'est pour la défense, pas pour l'attaque, mais bien la défense anti-drone. Donc si cette technologie ici est encore naissante, c'est une technologie qui en est à ses premiers stades, elle se développe. Tout comme on a vu le char, n'est-ce pas, en 1916, et beaucoup de gens se sont moqués du char en 1916. N'oubliez pas ça, beaucoup de personnes
importantes se sont moqués du char en 1916. Donc, Isso. qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochaines années d'un système comme celui-ci, Léonidas AGV? AGV. Léonidas AGV, c'est ça, véhicule terrestre autonome. Certaines vidéos sur Internet montrent des résultats très prometteurs. Alors, est-ce qu'on est proche d'une solution pour faire perdre au drone sa position dominante historique? Dites-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis, mais mettez aussi un pouce bleu pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à la salle de guerre pour ne rien rater. Je vais m'arrêter ici, je vous remercie encore une fois de votre fidélité et je vous adresse un grand salut de la salle de guerre.